À 53 ans, notre invité vient de rajouter une corde à son arc. Connu pour avoir été le préfet d'Abidjan, il fait son entrée dans le très sélect répertoire des écrivains ivoiriens, quoique l'homme estime ne pas être un scripteur. Paradoxe à élucider, évidemment, au cours de cette émission. Jour de colère, Ahmed Bakayoko, le self-made man, la rage de vaincre, l'étrange préfet face à Facebook et Tribulation. Voici les titres des 6 livres écrits par Vincent Toby-Irié. Pourquoi autant de livres en même temps? Que racontent ces œuvres littéraires? Quels commentaires de l'auteur sur l'actualité marquée par des putschs dans la sous-région ouest-africaine? Autant de sujets que nous soumettrons à Vincent Toby-Irié. Vincent Toby-Irié, bonsoir. Bonsoir, monsieur Yarasouba. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour cette invitation. Avant d'ouvrir cet entretien, je vous propose à vous et à nos téléspectateurs de suivre le résumé de cette activité qui a été marquée par la dédicace de ces 6 œuvres que vous avez produites. L'étrange préfet, la rage de vaincre, Tribulation, Jour de colère, face à Facebook. 5 ouvrages, un auteur, Vincent Toby, préfet hors grade, ex-gouverneur d'Abidjan, qui retrace des faits qui ont marqué l'histoire des Ivoiriens, les années sombres et d'autres plus glorieuses. Par ses ouvrages, Vincent Toby-Irié invite les Africains, plus singulièrement les Ivoiriens, au travail bien fait. Ce sont aussi ses mémoires. L'ancien préfet revient sur sa gouvernance de la capitale économique ivoirienne. Connu pour son activisme via les réseaux sociaux, Vincent Toby veut à travers ses œuvres aller à la conquête des lecteurs qui, dit-on, se font de plus en plus rares. J'ai compris l'utilité de Facebook dans la gestion d'une communauté et dans la vie sociale. On dit, les Ivoiriens disparent. Il y a même des enfants sur Facebook. Hein. Toi là même qui aimes écrire long papier, qui va lire ça? Et puis il y en a un qui répond, il faut résumer pour moi, tu vas me donner. Et après vous êtes étonné quand c'est les gens qui arrivent, qui vous dominent par la connaissance. Quand tu as une page Facebook de 2 millions, 3 millions de personnes, tu as une influence, tu n'écris pas n'importe quoi. Et vous tous là, vous êtes là, c'est-à-dire cette influence, il faut l'utiliser positivement. C'est ce que nous faisons. Donc il faut changer. Je ne veux plus entendre ça faire ils lisent pas. Mais s'ils lisent pas, ils prennent leur connaissance d'où? L'auteur n'oublie pas Ahmed Bakayoko, l'ex-chef du gouvernement ivoirien décédé le 10 mars dernier, dont il fut l'un des proches collaborateurs. Un livre hommage qui boucle la liste des ouvrages présentés à 6. J'ai voulu juste raconter les journées de travail, sans aucune valeur de jugement. De façon cumulée, il y a eu 6 millions de personnes. Vous êtes 6 millions de personnes à avoir lu le témoignage sur Ahmed Bakayoko. 6 millions. Et ça, c'était des estimations de juin. C'est dit l'importance du personnage jusqu'à aujourd'hui. Et l'histoire d'Ahmed Bakayoko ne fait que commencer. Né le 17 novembre 1969, Vincent Toby a été préfet d'Abidjan. Il a démissionné officiellement le 28 août 2020. Avant cette date, il était directeur de cabinet au ministère ivoirien de l'Intérieur. Administrateur, spécialiste des questions d'élection, de gouvernance et de gestion de conflits, il a aussi été consultant pour plusieurs organisations internationales. Il lance en octobre 2020 Aube Nouvelle, qui se veut une plateforme citoyenne. Vincent Toby-Irié, on vous a entendu dans le sujet qui vient de passer. Dans une société où tout le monde s'accorde à dire que les jeunes Ivoiriens n'aiment pas lire, vous décidez, vous, de produire 6 livres en même temps. Pourquoi 6 livres en même temps? Ce serait une résignation pour les communautés d'accepter qu'une partie de nos populations verse dans la paresse. Et quand on a un certain niveau de responsabilité, quand on a un certain impact, quand on influence l'opinion, il faut pouvoir inverser cette tendance-là. Et c'est pour cette raison que nous incitons les gens. On peut inverser cette tendance en faisant par exemple des vidéos, comme ce sont ces genres de formats-là, en tout cas qui sont de plus en plus suivis sur les réseaux sociaux. Vous avez choisi d'écrire. Oui, j'ai choisi l'écriture parce que l'écriture reste. Vous n'allez pas souvent... Il est rare de regarder des vidéos 20 ans après, qui ont souvent une qualité défectueuse. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, ça va tenir, mais il faut lire, ça reste. Avec l'écriture, il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de choses. Il y a des formes littéraires, il y a ce style, il y a cette poésie, il y a cette musicalité qu'on crée, mais c'est important. L'écriture et l'image n'ont pas la même fonction, n'ont pas le même impact. On est bien d'accord. Est-ce que, justement, vous avez l'impression d'avoir bien analysé les causes de ce désamour pour la lecture chez les jeunes? Il y a beaucoup de raisons à ça. Il y a notre système éducatif, il y a l'évolution du monde, il y a tous les raccourcis qu'il y a aujourd'hui, il y a les nouvelles technologies de... Quand vous dites notre système éducatif, vous faites allusion à quoi? On est tous d'accord qu'il y a un moment où notre école était mise en cause. Mais il y a quelques semaines seulement, toute la Côte d'Ivoire était horrifiée de voir que des jeunes demandent à partir en congé un peu plus tôt. Donc il y a peut-être des habitudes qui se sont installées, sur lesquelles la ministre est en train de travailler aujourd'hui. Que tout le monde d'ailleurs, le gouvernement et toutes les populations, tous les parents d'élèves. Donc il faut inverser cela. Il y a beaucoup de raisons qui amènent ces jeunes-là à plutôt regarder. Vous les voyez scotcher sur des vidéos de plaisanterie pendant 5 heures, mais incapables de lire un texte de 5 minutes. Mais la connaissance acquiert comment?
la connaissance s'acquiert par l'ingestion de tous ces écrits. Il faut remonter dans les temps immémoriaux, il faut remonter dans l'Antiquité pour pouvoir s'inspirer. Il faut un travail collectif, hein? Oui, c'est un travail collectif. Parce qu'on a 5 livres de Vincent, 6 livres de Vincent Aubry qui sortent qu'on va se mettre à lire, on est bien d'accord. Non, mais c'est une contribution. Ces 6 livres ne sont rien à côté des bibliothèques qui sont achalandées. Et moi, j'ai été une fois dans un salon du livre à Cocody, mais vous voyez qu'il y a beaucoup d'auteurs de voyages, les gens produisent. Il faut inciter maintenant à lire, c'est très important. On essaie de lire comment? Je suis curieux de savoir. C'est ce que je dis. Inciter à lire d'abord, c'est montrer l'intérêt de la lecture à nos jeunes, l'intérêt du livre. C'est juste à poser ce que peut donner le livre contre ce que peut donner une vidéo, une image, un gag, quelque chose de passager. Ensuite, c'est également documenter des faits d'histoire qui demeurent pour toujours. Aujourd'hui, on a des hiéroglyphes qui datent de plusieurs millénaires, qui sont les témoins de notre temps. Mais les paroles que nous avons données se sont envolées. Et donc, c'est ça qu'il faut montrer aux jeunes aujourd'hui. Ils sont émerveillés quand quelqu'un fait un discours avec des références, avec des auteurs, des poètes qu'on cite. Mais comment on le fait? On le fait simplement en lisant, en ayant des références, en ayant des repères. Donc, il y a des spécialistes dans ce domaine. Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais je dis que c'est important de lire. Vincent Aubry, premier paradoxe, vous écrivez 6 livres, vous dites que vous n'êtes pas un écrivain, vous n'êtes pas un scripteur. Oui, je ne suis pas un écrivain. Il faut être humble. C'est juste une expression d'humilité ou... Non, ce n'est pas d'humilité, c'est la réalité, parce que c'est différent. Je suis un auteur, je ne suis pas un écrivain. Un écrivain requiert d'autres dimensions, c'est-à-dire la dimension artistique, l'écriture de fiction et d'autres œuvres. Un auteur, c'est celui qui a écrit un livre qui peut avoir une notation historique, mais également une réflexion sociologique ou tout autre élément. Ça, ce ne sont pas des fictions. Ce sont des réflexions, c'est du travail, c'est des orientations inspirées du vécu. Donc, il y a une différence entre un auteur et un écrivain. Je serai certainement écrivain bientôt, mais pour l'instant, je suis un auteur et j'admire le travail des écrivains, je les envie, j'aimerais être comme eux. Tous ces livres ont un point en commun, ont une singularité, ce sont des titres chocs. Oui. Je vais commencer par ces jours de colère. Oui. Quels sont ces jours de colère que vous décrivez tant? Les jours de colère, c'est les mois de, disons, octobre 2010 jusqu'à avril 2011, pendant toutes ces crises-là, j'étais donc fonctionnaire international donc hors de Côte d'Ivoire quand la crise se déroulait. Et donc c'était la colère de cœur de voir le pays déchiré. Vous voyez même le jour de colère, c'est les briques de la fondation ivoire qui s'effondrent. C'est une nation qui s'est désintégrée. C'est la colère de Dieu, peut-être, contre la Côte d'Ivoire. C'est la colère de la démocratie, c'est la colère des factions rebelles, c'est la colère des partis politiques, c'est la colère des patriotes, c'est la colère des populations, c'est la colère des communautés. Et tout ça mis ensemble, ça a ébranlé notre société et on sent aujourd'hui encore les effets. Et selon la position des uns et des autres, la part de vérité est différente que l'on soit à gauche ou à droite. Quelle est votre part de vérité dans ce livre? Je dis jours de colère. Vous allez lire Jours de colère et je fais l'analyse de tout, chaque jour d'ailleurs. Ça a été chaque jour de crise d'octobre 2010 jusqu'à avril 2011, où chaque jour avec son... C'est une attitude descriptive plutôt... Non, analytique. Analytique. D'ailleurs, quand vous allez voir Jours de colère, il y a des choses que nous avions écrites en 2011 qui sont en train de se réaliser aujourd'hui. Quoi par exemple? L'alliance par exemple PDCI RDR. Il a écrit dans Jours de colère... PDCI FPI, vous faites allusion peut-être? Non, PDCI RDR. Nous avions... Le divorce. Le divorce, justement. En 2005 déjà... on avait, bon, ça a été mis en place, le RAGP. C'est cela, l'Alliance a été mise en place oui, il y a en des 2005, choses. Oui. Mais également même la situation de la jeunesse aujourd'hui, tout ce qu'on a comme crise. Caractérisé par quoi? La jeunesse aujourd'hui? Oui, la situation de la jeunesse. Oui, cette perdition. Nous en étions arrivés même à dire qu'il y aurait même beaucoup de fous dans les rues d'Abidjan à cause du choc, à cause du traumatisme qui a été créé. Donc vous lisez Jours de colère, il y a beaucoup de choses qui ont été dites, mais c'était analytique. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, quand j'écrivais tous ces éléments, j'étais fonctionnaire international, mon rôle c'était de travailler dans les pays en conflit, mais je n'étais pas en mission en Côte d'Ivoire. Donc c'est sur la base de mes expériences ailleurs que j'écrivais, j'analysais, j'essayais de diminuer le plus possible la subjectivité personnelle pour voir que va devenir mon pays dans quelques années. Et donc c'est un peu ça, Jours de colère. C'est le titre, c'est pas un titre choc, c'était le reflet de la Côte d'Ivoire à l'époque. C'est cela. Alors, Jours de colère, on ne peut pas le parcourir tout de suite là. Pour tous ces téléspectateurs, ces jeunes qui nous suivent en ce moment, qui se signalent sur les réseaux sociaux notamment, si on devait retenir quelque chose de ces jours de colère, ce serait quoi? Ce serait que la Côte d'Ivoire ne s'aventure plus jamais sur la voie de la guerre et du désordre. Est-ce que vous faites des recommandations? Oui, bien sûr, mais je vous dis que ce n'est pas des descriptions, c'est des analyses. C'est une projection. C'est à certains moments de situer les responsabilités. C'est de dire qu'il va se passer ceci dans 3 ans, dans 4 ans, dans 10 ans. C'est de l'analyse prospective. Ce sont des analyses prospectives. Voilà, mais qui aujourd'hui, bon, ont 11 ans d'âge, mais c'est des choses qu'il a fallu revoir, retoucher, orienter, mais laisser le texte originel.
Donc, c'est que la Côte d'Ivoire ne s'engage plus sur la voie des autres. Et pour y arriver, il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir, mais également toute une vie à la base comme au sommet qu'on doit réingénier et réinventer. Je pense qu'on va y revenir. Vincent Tobie-Irié, vous êtes fonctionnaire international, vous êtes recruté par un officiel ivoirien, Feu Ahmed Bakayoko, à l'époque ministre d'État, ministre de l'Intérieur. Vous rentrez au pays, vous travaillez à ses côtés, et à quelques encablures de la présidentielle de 2020, vous démissionnez de vos fonctions. Quelques mois après, Ahmed Bakayoko est rappelé à Dieu. Vous sortez un document qui relate vos relations et tout ce que vous avez connu ensemble. Si on devait retenir quelque chose de ce livre, ce serait quoi? Est-ce que vous avez une sorte de regret quant aux derniers jours de votre collaboration avec Ahmed Bakayoko? Non, je n'ai pas de regret du tout. Je n'ai pas de regret. Il y a des actes qu'on pose. Parce que j'imagine que votre démission a dû le froisser. Bon, on ne va pas revenir sur la question de la démission. Je suis à mon 3e sans réserve ici. Il y a des sujets qui ont été déjà absolument, discutés. mais les internautes n'arrêtent pas de poser la question. Hein. Bon, d'accord, peut-être qu'on aura un jour l'opportunité d'avoir un autre livre. Aujourd'hui, c'est un jour, Vincent Tobie, oui, dites-nous. Parlons un peu de la collaboration avec Ahmed Bakayoko. Lorsqu'Ahmed Bakayoko est décédé, j'ai vu beaucoup de témoignages, beaucoup de vidéos. Mais je me suis dit, encore une fois, ce qui reste, ce sont les livres. Que les générations à venir sachent qui était l'homme et qu'est-ce qu'il faisait. Mais j'ai adopté un angle différent. Je sais qu'il y a des livres scientifiques qui vont sortir sur la bibliographie, sur la radiographie de la vie d'Ahmed Bakayoko. Ce que moi j'ai voulu faire, c'est de montrer l'homme au travail, comme je l'ai dit plusieurs fois. Donc je crée des lunettes dans lesquelles j'intègre le lecteur et il suit une journée de travail avec Ahmed Bakayoko dans des positions différentes. C'est tout. Il n'y a pas de jugement de valeur, qui il était, il travaillait bien, il ne travaillait pas bien. Mais voici ce qu'il faisait. Voici comment il haussait le ton. Voici comment il abordait des sujets. Voici comment il parlait au président de la République. Voici comment il gérait un certain nombre de situations. Donc c'est ça, c'est de sentir cette vie-là, de le faire revivre dans ses journées de travail. Et c'est un hommage qui me semble important. Écrivons, laissons des traces pour tous ceux qui sont là aujourd'hui. Demain, on va écrire peut-être sur le président Ouattara, sur ce qu'il a fait pour le pays dans des moments difficiles. On va écrire demain sur un général de notre armée pour dire, bon, voici un peu dans une situation difficile. Donc c'est important qu'on laisse des traces. Et c'est ça dont les jeunes s'inspirent. S'il n'y a pas de repères, s'il n'y a pas de lecture, qu'est-ce qu'on fait? On va continuer à citer Napoléon, on va continuer à citer Strabon, on va continuer à citer Homère. Et on ne citera jamais les Africains. Donc, il faut marquer, écrire. D'autres personnes vont donner des critiques d'Ahmed Bakayoko dans un autre angle. Nous avons choisi l'angle de la narration du vécu quotidien dans le travail. Vincent Tobie, à lire ses œuvres, on a l'impression que vous êtes reconverti en un coach en développement personnel, notamment en lisant La rage de vaincre. C'est cela? Bon, je ne suis pas coach du tout. Je n'ai pas cette qualité. Moi, je suis administrateur civil. J'ai certaines spécialités, mais je ne suis pas coach du tout. Il ne faut pas qu'on se trompe. Il faut que je sois honnête. Mais en tout cas, il y a beaucoup de notions de développement personnel. Oui, il y a un livre de développement personnel. Mais il vient de quoi? Il vient justement du constat qu'aujourd'hui, notre jeunesse est dans une situation de perdition. Et je répète, quel est le repère? Quels sont les repères de cette jeunesse-là? Si je vous retourne la question. Oui, les repères, parce que souvent, il y a une cassure. Monsieur Ali Dirasouba, aujourd'hui à 11h, il y a une émission dans vos studios où on a demandé à des élèves qui est le ministre du budget, ils ont dit Ali Dirasouba. C'était une grosse erreur, c'était une grosse bourde. Mais c'est grave, c'est grave. Et ça révèle beaucoup, on va y revenir. Voilà. Et donc, il faut donner les repères, c'est en écrivant, c'est en expliquant votre vie. Mais surtout, ce qui est important, vos échecs, vos difficultés. Parce que les gens pensent souvent que bon, la vie est rose, que tout se passe bien, qu'on a été nommé, on est élu président, on est ministre, on est député, on est grand journaliste, éboni comme vous, et donc tout coule bien. Non. Mais il faut leur montrer que ça vient d'une culture de l'effort, d'une recherche de l'excellence, mais également de chute, de perdition, de doute qui arrive. Et donc, la rage de vaincre, c'est ça. Les jeunes doivent puiser en eux cette énergie-là. Ils doivent affirmer leur jeu, leur personnalité, faire face aux conflits, mais toujours chercher l'originalité dans ce qu'ils font et leur voix à eux, pas des voix qui leur sont dictées par les influences extérieures. Donc c'est ça. Et donc la rage de vaincre, c'est juste l'expérience. J'ai eu quand même 15 ans de vie internationale et dans cette vie, c'était la solitude totale. Donc l'introspection, la descente en soi a fini par dégager des axiomes, des modes de vie et une façon de percevoir la vie. Et c'est ça que je partage avec les jeunes et je leur demande de lire parce que ça permet de se découvrir. Donc c'est un livre de développement personnel, mais qui n'est pas, je ne suis pas un coach du tout. J'ai écrit ce que je pense être une façon de vivre qui peut aider les jeunes. Vincent Tobie-Irié, il y a aussi ce livre dont le titre est L'étrange préfet. Est-ce que vous vous considérez comme étrange ou c'est juste ce que vous rappelez dans l'avant-propos de ce livre, un vieil homme qui est venu à votre bureau, qui vous a appelé l'étrange préfet à plusieurs reprises? L'étrange préfet, comme vous voyez, c'est en guillemets. Je veux déconstruire certaines images. Il faut déconstruire ça.
Quelle est l'image que vous voulez déconstruire? Ouais, je veux déconstruire l'image du préfet qui va dans la boue, qui va sur le terrain, et c'est extraordinaire, c'est pas normal. Non, c'est cela le travail d'un préfet. Donc il faut enlever ce mythe-là, parce que je lis aujourd'hui... Vous voulez promouvoir dans ce cas? Non. Promouvoir l'image de ce préfet. Déconstruire, c'est créer, c'est détruire le mythe pour en faire une norme de gestion quotidienne. Voilà. Donc tout ce que nous faisions, aller ici, aller auprès de la population, c'est les missions. Et je l'ai dit sur ce plateau, M. Diarra-Souba, nos premiers préfets, qui sont aujourd'hui des icônes, c'était des gens qui allaient à vélo dans les champs. Il y a même il y a un préfet de Gagnoa, Baïtagro, tout le monde le connaît depuis des décennies. Mais il ne pouvait pas supporter que les gens soient oisifs à la maison. Quand tout le monde voyait, les gens couraient, les gens travaillaient. C'est ça un peu le sens de l'administration originale. C'est vrai qu'on ne peut plus faire ce qu'on faisait avant, mais il faut déconstruire tout ce qu'il y a comme mythe dans l'exercice du pouvoir. Un préfet, un président, un ministre, un DG, ils ne sont pas faits pour casser la relation entre ce qu'ils font, les résultats qu'ils recherchent et la population pour laquelle ils sont censés travailler. Donc, l'étrange peut se casser ça. Un préfet qui descend, un ministre qui va rencontrer une population en colère, c'est son travail. Un DG qui rencontre son personnel, c'est son travail. Ce n'est pas une prouesse. Donc, il faut déconstruire ça et arriver à la conclusion qu'il est normal aujourd'hui qu'on arrive à créer. On va revenir tout à l'heure sur les questions de crise en Afrique. Tant que vous comme on dit en anglais, bridge the gap, si vous n'avez pas à établir ce pont, à combler le fossé entre les populations et puis ce que vous faites, mais il va y avoir totalement un problème. Ils ne sauront même pas qui est le ministre du budget, ils ne sauront pas qui est la ministre de l'Éducation nationale, parce qu'il y a une sphère qui est détachée de l'autre. Donc c'est un peu ça, déconstruire des images pour construire des processus de gestion qui nous permettent de consolider notre développement, mais la cohésion communautaire. Vincent Aubirier, c'est peut-être pour ça que vous dites dans cette œuvre, si j'ai horreur d'une chose dans la vie institutionnelle, administrative ou sociale, c'est que l'on dise, c'est comme ça qu'on fait telle chose sans savoir la rationalité qu'il y a derrière et sans se demander si ce comme ça est encore utile, efficace ou opérant. Commentaire? Je vous félicite d'abord parce que l'ensemble de ces œuvres fait 2056 pages l'ensemble. Et celui-là, il fait 394 pages. Je vois que vous avez déjà eu le temps de lire et même de tirer des sections. On questionne une administration, on questionne notre vie, on questionne notre société. Il ne faut pas arriver à des faits acquis pour dire c'est comme ça. Je dis par exemple, pourquoi je dois signer tous les courriers le vendredi? Non, c'est comme ça, on signe vendredi. Mais pourquoi c'est comme ça? Il faut mettre une rationalité. C'est parce que c'est comme ça qu'on crée la routine et on se sépare de nos objectifs. Il faut savoir pourquoi on signe vendredi. Pourquoi le courrier doit attendre le vendredi et pas lundi, pas mardi, pas mercredi? Est-ce que ça s'explique? On me donne l'explication, je dis, ah, ça c'est bon, on le fait. Pourquoi on doit faire telle chose le jeudi? Non, peut-être parce qu'il y a un conseil des ministres mercredi et que le conseil des ministres pourrait prendre des décisions pour ne pas contrarier ce que vous avez signé. Oui, là, ça devient rationnel. Mais c'est comme ça. Non, on fait comme ça. Pourtant, quand vous regardez les textes, rien n'est écrit. Nos textes sont très pointilleux, ont des détails. Et ce que les gens vous reprochent, ce n'est pas dans les textes, mais sinon, c'est des habitudes. Non, il faut arriver à travailler autrement que coller à des normes, des codes qui ne sont pas écrits, qui sont écrits nulle part, mais que tout le monde adopte comme des mots de vie. Vous vous considérez comme un homme qui bouscule l'orthodoxie des choses? Non, 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 pas du tout. Je veux dire, c'est une façon de vivre, M. Ali. Vous avez cette émission sans réserve. Vous avez votre style à vous. Vous bousculez quoi? Vous avez créé, vous vous êtes dit, qu'est-ce que je fais? Et vous avez certainement des émissions qui vont venir encore. Non, c'est pas ça. C'est juste de travailler avec son moi pour son expérience, son émotion. Et c'est comme ça qu'on donne. Tous les présidents de pays ne sont pas les mêmes. Ils n'ont pas les mêmes façons de gérer. C'est juste de mettre un peu d'émotion, un peu d'expérience, un prisme personnel dans ce que vous faites, en accord avec les lois, les règlements, la constitution de votre pays. Alors, vous avez expliqué ce que vous venez d'expliquer concernant l'étrange préfet, mais il y a aussi et surtout ceux qui pensent que l'étrange préfet, c'est une manière de se mettre en valeur. Étrange, pour ainsi dire, préfet spécial, qui ne fait pas les choses comme les autres. À cela, qu'est-ce que vous répondez? C'est toujours, vous savez, ça, on va y revenir. Il y a une tendance à la médiocrité aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Dès que quelqu'un veut faire quelque chose, ce n'est pas possible. Et c'est ça que je répète à chaque émission que vous donnez. Je répète ça parce que je veux que ça rentre. Les gens veulent niveler vers le bas. Tout ce qui n'est pas la norme, tout ce qu'on ne fait pas vendredi ou jeudi, ce n'est pas normal. Didier Drogba dit en Côte d'Ivoire, il dit, bon, j'ai fini ma carrière, je vais diriger le foot. Ah non, c'est pas possible, pourquoi tu vas le faire? À ça, il faut créer des spectacles ici. Ah, pourquoi c'est lui qui fait ça? Yves Dero et Malouès vont faire quelque chose. Ah, pourquoi il fait ça? Ali Diarsouba a fait telle chose, pourquoi? Mais c'est ça. Et il y a beaucoup comme ça de jeunes Ivoiriens qui ont la compétence, mais qui se gênent de voir certaines approches qui ne sont pas des approches routinières. Donc, ce n'est pas de se mettre en valeur. Et puis d'ailleurs, si on se met en valeur, chacun est libre de se mettre en valeur. Il y en a qui vont danser, il y en a qui vont nager, il y en a qui font le sport, il y en a qui décident d'écrire. Donc, laisser l'expression, c'est ça. Il faut laisser l'explosion de l'expression, l'originalité de chacun dans le respect des droits des autres. C'est cela. Vincent Aubirier, quelles sont ces tribulations dont vous parlez? C'est la perte, c'est les rêveries, c'est les projections, c'est les fictions.
C'est tout ce qu'il y a. Donc, pendant des années, j'ai fait beaucoup de réflexions, de rêves. J'ai eu envie de réaliser des choses au niveau public comme au niveau privé. Et chacune de ces rêveries, de ces projections ont fait l'objet d'écrits. Donc, c'est des dizaines, des centaines d'articles qui ont été écrits qui projettent sur les tribulations, la paix, le désespoir, mais également l'espoir, l'espérance de quelque chose de meilleur. Et comme je le dis dans l'avant-propos, il est arrivé que l'histoire me mette pour être l'exécutant de ce que je pensais que les autres devaient faire pour moi. Donc c'est ça un peu les tribulations. Alors à côté des tribulations, il y a aussi Face à Facebook, un livre qui vous permet évidemment, on a vu la page de tribulation. Face à Facebook, dans ce livre, vous faites une sorte de compilation de tous les textes que vous avez produits sur ce réseau social-là, qui, il faut tout de même le reconnaître, a une forte audience chez les jeunes aujourd'hui. Oui, c'est très important. On a produit des textes, des réflexions, qui pour certaines productions étaient très appréciées, d'autres pas du tout. Donc on compile ça aujourd'hui parce que ça reste là, vous avez ça. C'est difficile d'aller sur votre Facebook et puis d'aller jusqu'à 2018, voir qu'est-ce qu'on disait. Bon, vous avez un document qui vous permet de dire tous les textes, des textes qui ont marqué, mais également des textes de réflexion, de contribution. Et ça a été compartimenté par centre d'intérêt pour disposer de quelque chose dans la bibliothèque. Voilà, qui est une référence, un repère facile à lire, que toujours de chercher à trouver des textes peut-être qui ont disparu ou bien qui ne viennent pas vite. C'est un peu ça. Beaucoup d'Ivoiriens sont unanimes aujourd'hui quant à se dire que sur Facebook, on trouve le miroir d'une jeunesse ivoirienne en perte de vitesse. C'est la même question que vous posez 3 fois, mais d'une façon différente. Effectivement, on a un perte de vitesse. Regardez, j'ai un ami, Zézé Stanislas, qui est passé sur ce plateau, qui est l'agence Bloomfield. Il me faisait remarquer qu'il a fait une émission pour montrer aux jeunes comment on crée des emplois. Mais mon ami Zézé n'a eu que 400 connexions pour les jeunes. Comment on fait un emploi? Parce qu'il est expérimenté. Mais la veille, il y a eu un petit clash là, entre 2 artistes, 46 000 connexions. Donc, si vous avez une jeunesse qui n'a pas de repères, qui n'a pas d'exemple, qui n'a pas de modèle, mais qui est juste sur les plaisanteries, les détails, excusez-moi le terme, les conneries qu'il y a sur l'espace public, ça occupe tellement leur cerveau qu'ils ne peuvent plus même chercher quelque chose de mieux. Ils ne peuvent pas exceller. Donc c'est ça le problème. C'est un problème, il faut bien une solution. Mais c'est la solution, c'est tout ce qui se passe. Je vois qu'il y a de bonnes réformes qui sont très faites au niveau de l'éducation. Il y a tout à l'heure, j'ai vu des éléments au niveau de la jeunesse, au niveau des emplois. Et puis c'est vous également, au niveau des médias, ce que vous proposez. Comment vous appâtez, comment vous tirez la jeunesse vers des valeurs et des modèles. Donc c'est un travail communautaire. Tout le monde est concerné, à commencer par la famille d'abord. La famille, je me rappelle quand j'étais préfet, j'ai convoqué des familles parce que les enfants étaient violents à l'école. Il y a des parents qui ne savaient même pas que l'enfant était violent à l'école. Il y a des parents qui ne savaient même pas que les enfants tenaient des armes ou avaient de la drogue. Je me rappelle avoir dit à un père que son enfant perturbait, c'était à l'époque au lycée classique, et il a douté juste à ce qu'on lui montre les images. Donc il y a des parents souvent qui démissionnent, qui veulent que la société éduque les enfants. Mais c'est d'abord la cellule familiale. Il faut éduquer dans la cellule, avant ensuite que l'État, par tous ses moyens, mais également que toute la communauté participe à la formation des esprits des jeunes de nos communautés. Vincent Toby-Irié, l'actualité ces derniers temps est marquée par des putschs, des coups d'État militaires dans la sous-région ouest africaine. On a eu d'abord Bamako 1 et 2, Conakry, ensuite Ouagadougou. Il a failli avoir Bissau. Heureusement, il n'y a pas eu de coup d'État dans ce pays. Vous qui êtes, entre guillemets, monsieur gestion du conflit et élection... Entre guillemets. Entre guillemets, c'est mon expression, vous me l'autorisez, je ne dirai pas ça. En tout cas, quel regard jetez-vous sur cette recrudescence des coups de force dans notre région ouest-africaine? Merci, M. Darassouba. Il est clair que c'est très regrettable. C'est inimaginable. C'est comme si on retournait 50 ans en arrière. C'est inimaginable ce qui se passe aujourd'hui. Qu'on détruise tous nos acquis démocratiques pour arriver à des situations où on doit maintenant travailler en dehors de nos constitutions, en dehors de nos lois, et on doit prendre le pouvoir en dehors de toute norme. Sachez que depuis la chute du mur de Berlin, mais également le vent de la démocratie en 1990, surtout à l'oreille de 2000, c'était devenu la norme de prendre les élections par les urnes. Peu importe la qualité de ces élections. De prendre le pouvoir par les urnes. De prendre le pouvoir par les urnes. Peu importe la qualité des élections. Bon, aujourd'hui, on est en train de voir nos types. C'est très regrettable. Cela dit, il faut aller au-delà et puis voir quelles sont les raisons aussi de ces éléments. C'est dangereux de penser que la démocratie est acquise, c'est fini. Regardez. Vous qui êtes spécialiste en analyse prospective, est-ce que vous avez essayé de justement faire cette analyse-là? C'est ce que je dis, monsieur. Allez-y. En plus d'un an, il y a eu 2 coups d'État au Mali. Mais est-ce que le monde a oublié
que le Mali était la référence démocratique pendant plus de 20 ans en Afrique. Tellement le Mali était la référence démocratique par la stabilité du pays, par l'organisation des élections régulières, qu'on avait même le taux de participation le plus bas dans cette démocratie parce que les gens se disaient, bon, l'État travaille, les élections, ça ne nous intéresse pas. On avait des élections au Mali qui faisaient 24% de taux de participation dans la décennie 90 jusqu'à pratiquement 2010. Donc, c'est un pays qui était ancré et tout le monde regardait le Mali, le Bénin. Donc, je prends le Mali pour vous donner le cas de... pour vous montrer qu'une démocratie est en construction. Il y a eu des événements externes et internes au Mali qui ont tué cet élan démocratique et qui a fait venir le Mali maintenant dans le giron des coups d'État regrettables. Mais tout le monde oublie que c'était la référence en matière de démocratie. La leçon, c'est quoi? C'est que la démocratie, c'est une construction permanente. Regardez ce qui se passe aux États-Unis. C'est comme une fiction de voir des gens qui rentrent dans les bureaux ici des sénateurs qui vont à la Maison-Blanche pour contester les gens. C'est du jamais vu. Donc même dans les démocraties élevées, c'est des constructions. Il faut toujours ingénier des réformes, des revues à chaque élection, à chaque vie institutionnelle pour consolider la vie communautaire. Ce que vous dites, c'est que vous condamnez ces coups d'État. Absolument. Il n'y a pas d'autre alternative, je le répète, à la démocratie que la démocratie. Alors, c'est votre point de vue, évidemment. Alors, beaucoup d'entre les jeunes Africains, notamment ceux qui habitent dans ces pays où il y a eu ces coups de force, donnent de la voix. Ça peut paraître invraisemblable, mais en tout cas, ces jeunes-là donnent de la voix pour soutenir ces militaires qui arrivent à la tête de leurs États. C'est ce que je suis en train de dire, monsieur Derassouba. C'est les principes démocratiques qui sont rompus, qui sont condamnables aujourd'hui, demain, après-demain. On ne peut pas bâtir sur l'élan que nous avons pris maintenant. Parce que nous sommes frères dans un espace grand d'autant de pays dans la CEDEAO. Tout ce qui se passe au Niger, au Ghana, nous concerne tous. Mais je dis que c'est le lieu aussi de nous poser des questions sur pourquoi notre jeunesse aujourd'hui est en train de faire des marches pour soutenir des coups d'État. Bon, comme j'ai l'avantage de poser les questions, je vous la pose. Donc ça veut dire, peut-être qu'il faut que nous questionnions, nous condamnons avec la plus grande fermeté les coups d'État. Mais pendant que nous demandons le retour à l'ordre constitutionnel de ces pays qui sont déstabilisés, nous disons en même temps qu'il faut revoir le fonctionnement de notre démocratie. Il faut permettre que l'expression populaire soit reflétée dans le vote, que les élections soient transparentes, que tous ceux qui veulent les candidats aux élections présidentielles puissent le faire pour qu'il n'y ait pas d'autres voies de recours, que la jeunesse soit éduquée aux notions de citoyenneté, du civisme, pour pouvoir mieux participer, qu'il n'y ait pas d'exclusion sur le plan économique, que la pauvreté soit combattue, que les infrastructures soient construites et équilibrées partout, que tout ce qui constitue la préoccupation de nos populations soit au cœur du développement, pour ne pas arriver, je vous disais tantôt, à élargir le fossé entre la population et les gouvernants. C'est un peu ça, c'est tout un ensemble. On ne peut pas seulement condamner, on condamne, oui, mais qu'est-ce qu'on fait? Oui, demain on va faire une élection. Il y a des pays où on a fait des élections et après tout s'est effondré. Et c'est ça la démocratie. Il y a des pays qui étaient des modèles de démocratie, le Mali, mais qui sont effondrés. Il y a des pays qui n'étaient rien du tout, où c'est le chaos, comme le Rwanda, qui aujourd'hui sont arrivés à ce niveau. Donc, il y a les deux schémas croisés. Il y en a qui sont en haut, qui descendent. Il y en a qui descendent, qui étaient en haut. Nous-mêmes, actuellement, on était à 3,2 en Côte d'Ivoire. On était même moins fréquentable que la Somalie en guerre. Aujourd'hui, on est arrivé à un niveau différent. Mais on peut encore chuter si jamais on ne maintient pas nos systèmes de sécurité, toujours. Donc, tout est à ingénier en permanence. On n'arrête pas ça. Et ça demande une éducation, ça demande des efforts, ça demande des sacrifices des politiques qu'on accepte souvent de jouer le jeu politique avec beaucoup de transparence. Parce que la succession, l'alternance au pouvoir est un élément important de stabilité d'un pays. Vous n'allez pas tout le temps regarder dans une seule direction, savoir l'ensemble des éléments. Et je pense qu'il y a des études qui ont été déjà faites qui montrent qu'il faut quand même regarder tous les aspects, l'inclusion nationale, à la fois financière, sociale, politique, pour pouvoir arriver à consolider le pays de sorte que, quand il y a un événement, tout le monde se dit, c'est pas possible. Il serait impensable aujourd'hui qu'en France, des militaires disent, on va prendre le pouvoir. C'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'il y a des notions qui ont été faites, il y a des constructions, il y a des bases, il y a de l'éducation. Mais chez nous, aujourd'hui, il y a des aspirations à déstabiliser l'ordre constitutionnel parce que tel groupe, tel parti politique a des aspirations qu'ils ne peuvent pas satisfaire pour telle ou telle raison. Donc, on condamne les coups d'État, ce n'est pas bon du tout, parce que ça vient encore donner l'impression à la jeunesse qu'on peut arriver à tout n'importe comment, sans construire, sans aller à travers des processus qui sont élaborés par nos constitutions, par nos lois. Mais on dit, ayons un pays solide en regardant également tous les éléments qui peuvent amener des populations à adopter des chemins dangereux pour la stabilité de nos pays. Vincent Toby, vous êtes dans votre riche carrière, vous avez exercé plusieurs consultations pour beaucoup d'organisations internationales et régionales aussi, notamment la CEDEAO. Et justement, dans cette crise dans la sous-région ouest-africaine, s'il y a une organisation qui est pointée du doigt
par beaucoup de jeunes Africains, c'est bien sûr la CEDEAO, qu'on accuse de ne pas être du côté des peuples et d'être une association de chefs d'État. Quel est votre regard sur cette question? Écoutez, moi, je ne me pose pas de questions à partir du moment où une grande section du peuple pose des questions. Voilà. On fait la politique pour le peuple, on fait la politique pour les populations. Et on promet aux populations ce qu'elles attendent. Si on constate aujourd'hui que beaucoup de personnes reprochent à une institution des mots d'action, c'est à nous de nous poser la question. J'ai eu le privilège de travailler avec l'Union africaine, j'ai participé aux missions de l'Union africaine, mais également j'ai formé des sections, des directions de l'Union africaine, mais également du Parlement panafricain, on avait fait des progrès. En 2007, il y a eu l'adoption de la Charte africaine de la démocratie et de la bonne gouvernance, où les coups d'État sont condamnés. Si aujourd'hui on a des populations qui disent on ne veut pas de la CEDEAO, on ne veut pas de l'Union africaine, c'est très inquiétant, parce que la CEDEAO, par exemple, c'est l'un des exemples réussis en Afrique d'intégration. Nous sommes le seul pays, après l'espace Schengen, à avoir la liberté de circulation. Beaucoup d'ensembles régionaux ne l'avaient pas. Nous avons des systèmes douaniers, nous avons des systèmes de coopération, nous avons une fraternité qui est vraie. Et ça, tous les événements qui arrivent actuellement risquent de déséquilibrer toute cette fraternité que nous avons bâtie, que beaucoup d'espaces géographiques nous envient. Mais si aujourd'hui nos populations disent qu'il y a un problème, on se pose la question. Parce que ce sont ces populations qui votent. Ce sont ces populations qui nous donnent mandat au président, aux députés et à tout le monde d'aller agir. Donc aujourd'hui, posons-nous la question pourquoi les gens demandent ça, pourquoi ils disent ça. Est-ce que c'est une mauvaise compréhension? Est-ce qu'ils ne connaissent pas la CEDEAO? Est-ce qu'ils sont peu familiers des tests de la CEDEAO? Est-ce que nous ne leur avons pas donné suffisamment de passerelles pour s'exprimer dans la CEDEAO? C'est des questions qui doivent amener. Je ne suis pas pour une négation de certaines raisons qui agitent certaines parties de la population. Il faut écouter et puis agir conséquemment pour que demain, quand on dit CEDEAO, tout le monde dise « Ah oui, là, quoi, on attend la CEDEAO va venir mettre de l'ordre ici ». C'est très important. On a un moment d'interrogation de nos institutions, de nos systèmes, de nos lois, de nos constitutions. Interrogeons, trouvons des réponses qui ramènent tout le monde et qu'on ait toujours la cohésion au niveau de chaque pays, mais également la cohésion régionale, parce que c'est ça qui va nous enrichir. S'il y a peut-être un autre sujet sur lequel on doit s'interroger, c'est aussi ce sentiment anti-occidental, disons-le, anti-français qui s'étend dans la seule région ouest africaine. Comment vous réagissez à cela? C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. On a une histoire qu'on ne peut pas refaire. Nous avons été colonisés par la France. Tous ces livres ont été écrits en français. Notre interview est en français. On a un petit héritage dans la langue française. Donc il y a une sorte d'interpénétration des cultures au niveau mondial. C'est la même chose pour les espaces anglophones, lusophones et les autres espaces. Pourquoi on doit arriver tout le temps à cette confrontation, cet affrontement de cultures, au lieu d'en faire plutôt des richesses pour avancer? Et je trouve ça vraiment regrettable. On ne peut pas, sur la base de certaines convictions, arriver à diviser la culture. Je trouve ça regrettable. Et je disais tantôt qu'il faut revoir beaucoup de processus. Ce n'est pas seulement au niveau des pays, au niveau de la CEDEAO, mais au niveau international aussi, pour que les perceptions de certains peuples n'amènent pas à des rejets de pays. Nous sommes une fraternité CEDEAO, nous sommes une fraternité universelle. Et un Américain doit être allé chez lui, un Français doit pouvoir circuler en Côte d'Ivoire comme un Ivoirien circule dans les rues de Marseille, ou bien au Yémen, à Lusaka ou à Tokyo. Donc la fraternité mondiale se construit, surtout quand les peuples sont stables à chaque niveau. C'est regrettable qu'on arrive aujourd'hui à ces accusations. Mais il faut questionner toute notre vie diplomatique et toutes nos relations internationales. Vincent Tobir, vous allez à présent répondre aux questions de nos internautes. La toute première question nous vient ce soir de Malan qui dit « Quelle est votre occupation actuellement? De quoi vivez-vous » Question plutôt directe. Je vis de l'écriture. Je vis de l'écriture et puis j'ai une ONG qui s'appelle Aube Nouvelle et on a fait toute la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais nous avons eu la chance de faire toutes les régions de Côte d'Ivoire, toutes les 33 grandes zones de Côte d'Ivoire. On a fait 158 villages. On a rencontré tous les chefs et les rois les plus sérieux de Côte d'Ivoire. On a rencontré des populations à la base. On a partagé leur quotidien, on a mangé des repas ensemble, on les a écoutés, on les a entendus, on a fait des propositions, on a sensibilisé. Et donc, je m'occupe de donner un peu à la communauté en termes de présence, en termes de conseils, en termes de consolidation de la paix. Mais également, je m'occupe d'écrire, je m'occupe également de sensibiliser. Et puis, je fais également des consultances internationales, en présentiel comme en distance. Et j'anime beaucoup de conférences. À ce jour, j'ai une centaine de conférences animées dans les églises, dans les universités, dans les groupes de jeunes. Donc, je m'occupe. Très bien. La prochaine question. La prochaine question nous vient de Edouard qui dit « Vous avez été annoncé dans une institution internationale justement l'année dernière et après, plus rien. Que s'est-il passé ?» Pourquoi il dit plus rien? Moi, je fais des consultances internationales. Et je l'ai dit plusieurs fois, je suis venu de l'international, je fais des consultances internationales.
Ça peut être direct, ça peut être en présentiel, ça peut être en... oui, peut-être qu'il se dit que c'était en présentiel. Non, je ne vais pas donner tous les détails. Que vous auriez élu domicile, par exemple, dans le pays où vous aviez été nommé à l'époque. Non, mais ces missions sont des missions de courte durée, c'est 6 mois, c'est 3 mois, c'est 2 mois. Il y a eu un moment où j'ai passé plus d'une dizaine d'années dans l'international, mais je fais des consultances internationales sur le domaine des conflits des élections. Je conseille certains gouvernements, certaines commissions électorales. Et voilà, ça se fait facilement parce que c'est ce que je faisais avant. Très bien. On poursuit avec la question de nos internautes. Celle-ci nous vient de Christine Seka qui dit quel bilan de Aube Nouvelle, votre organisation, depuis sa création? En un an, 2 mois d'activité. Donc nous avons parcouru l'ensemble du pays. Nous avons fait beaucoup de rapports, notamment 2 grands rapports en conflit. Le deuxième sort dans quelques jours. On va vous le présenter justement. Nous avons analysé les raisons des conflits au niveau de base parce que tout à l'heure on a parlé des problèmes politiques au niveau de la CEDEAO, au niveau de nos pays. Mais c'est là aussi pas des raisons sociales. Et nous avons analysé 14 causes de conflits parce qu'on a écouté tout le monde, du nord, sud, est, ouest, et on arrive maintenant à faire des propositions, mais également à parler aux populations. Et ensuite, on a des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui adhèrent. On a beaucoup de villes d'Europe, de Côte d'Ivoire, d'Afrique, où les gens sont volontaires. On est vraiment heureux, avec ce volontariat des Ivoiriens, d'arriver aujourd'hui à impulser, à donner une voix nouvelle dans le gros travail fait par la société civile. On poursuit avec la question de nos internautes. Cette fois-ci, nous prenons la question de Ben Omar qui dit pourquoi l'ex-préfet d'Abidjan ne s'est-il pas présenté aux élections législatives? Oh non, et puis en plus, ça, c'est... je disais une fois que le leadership, ce n'est pas forcément une question de se trouver à un poste de décision, à un poste de responsabilité. On peut travailler partout. Et donc, ces élections législatives ne m'intéressaient pas. Et les prochaines élections municipales, qui devraient se tenir l'année prochaine? Je fais beaucoup d'accompagnement. Peut-être pas en Côte d'Ivoire, mais il y a beaucoup de pays où je fais de l'accompagnement. Je prépare des candidats. J'analyse des textes de loi. Je structure leurs interventions sur le terrain. Peut-être qu'on va faire des interventions ou autre chose, je ne sais pas. Mais je suis dans certaines élections d'Afrique où on conseille, on accompagne. Et ça marche. Quand on prépare des candidats, quand on structure des candidatures, ça veut dire qu'on a le potentiel soi-même pour s'auto-structurer, pour s'auto-candidater, permettez-moi l'expression. Allez, vous avez le chic de poser les mêmes questions, mais dans des mots différents. Non, pas du tout. Oui, parce que ces questions, vous l'avez dit. Oui. Vous avez déjà posé ces questions. Si vous avez déjà la compétence pour former des candidats, ça veut dire que vous-même, vous êtes un candidat potentiel. Mais pourquoi pas forcément il y a le côté technique. Non, former un candidat qui peut avoir une bonne base, ce n'est pas forcément que vous avez la capacité d'avoir l'assentiment. Puisque vous donnez les rudiments de la candidature. Oui, il y a 2 aspects. Il y a l'aspect politique et puis l'aspect... Vous avez une image qui passe. Il y a quelqu'un qui a de la prise sur sa population. Et vous conseillez comment il doit orienter son travail. C'est différent de l'autre côté. Mais si un jour je veux être candidat pour faire quelque chose, peut-être que je le fais. Mais pour l'instant, je l'accompagne, je conseille. C'est très bien parce que j'estime que quand les partis sont bien formés, ça nivelle le jeu politique et ça diminue les tensions. Mais quand les partis ne sont pas formés du tout, qu'ils arrivent, chacun fait ce qu'il veut, ça crée un problème. Donc, si un jour on est intéressé par une candidature, peut-être qu'on va essayer l'aventure. Mais pour l'instant, on conseille, on appuie. Et c'est ce que j'ai fait pendant plus de 12 ans. Et je continue ici. Et on espère que si vous décidez un jour, vous repasserez sur ce plateau pour nous donner la primeur de l'information. Prochaine question d'internaute, peut-être la dernière. Elle nous vient de Ndrianissé Konan qui dit en français facile quel est exactement le rôle de Aube Nouvelle. Bon, il faut qu'il adhère à Aube Nouvelle pour qu'il sache le rôle de Aube Nouvelle. Nous avons 4 axes, nous avons la participation citoyenne, et c'est ce que je disais tantôt. Où est-ce qui se passe aujourd'hui dans la sous-région? Les populations souvent ne sont pas impliquées ou ne s'impliquent pas. Alors que le gouvernement fait beaucoup de choses, les mairies, les entités décentralisées. Donc nous essayons de créer un peu des cadres de participation citoyenne pour que les gens se sentent intéressés par tout ce qui se passe. C'est comme ça qu'ils s'approprient les initiatives gouvernementales. Nous faisons également de la formation en leadership pour que les gens affirment leurs capacités, qu'ils les mettent au service de leur communauté. Nous faisons également des échanges d'expériences sur des domaines particuliers. Nous faisons beaucoup d'analyses prospectives. Donc c'est ce que nous faisons. Puis nous faisons de la présence de terrain pour les sensibilisations. Alors, la toute dernière question qui va nous venir cette fois-ci de Isiaka Douglas Kandé qui dit « Vous vous préparez pour les élections présidentielles de 2025, vrai ou faux ?» Cette question revient tous les jours. C'est ce que je disais bientôt. Pourquoi? Je disais tout le temps, même question, 3... Mais peut-être que c'est l'aspiration de certains Ivoiriens qui le formulent en question. Je dis que je suis en train de former, je passe dans les communautés pour prévenir les conflits, pour faire la formation de leadership, pour parler aux communautés. Nous faisons des écrits, nous sensibilisons et c'est aussi un rôle important. Certaines d'autres aspirations, si elles arrivaient, je le répète, seraient peut-être légitimes, mais pour l'instant, nous faisons un travail et nous accompagnons, nous analysons. Nous essayons d'avoir un peu de sobriété dans l'appui à des idées. Au gouvernement, par exemple, il y a des moments où nous avons soutenu le gouvernement. Si la question des ministres
des ministres-gouverneurs, par exemple. On avait fait une interview. Mais il y a des moments aussi où on dit attention, il y a des choses qui ne vont pas. Donc c'est notre travail, comme vous êtes journaliste et vos critiques amènent des ministres ou des départements à se voir. Nous, en tant que société civile également, on fait en tant que société civile, mais en tant qu'individu qui a son expérience personnelle modeste, il peut faire des propositions. Donc c'est le travail que nous faisons. Vincent Toby, avant-dernière question. Quand on a écrit 6 livres en 1 an presque, et qu'on est sur un plateau comme celui de Saint-Réserve, dans quel état d'esprit on est? Est-ce qu'on se dit que c'est parce qu'on a envie de léguer quelque chose aux Ivoiriens ou il y a un autre motif derrière? Non, j'aime écrire. Il faut savoir que depuis l'école primaire, j'écris. Depuis le collège, j'écris des nouvelles. J'écrivais également, pendant 11 ans, j'ai écrit les chroniques de Fraternité Matin tous les mercredis. Et en tant qu'expert international, j'ai beaucoup de contributions scientifiques sur la question des conflits. Donc l'écriture, c'est vraiment... Et puis, vous m'avez connu, dans mes fonctions, j'écrivais beaucoup sur les pages pour sensibiliser les citoyens. Donc c'est ce que je fais. Mais après ça, c'est parce que ces 11 livres sont sortis d'avril à décembre 2021. C'est assez épuisant, mais souvent, il faut pousser les limites de l'impossible. Il faut savoir que je suis un auteur, mais je ne suis pas un écrivain. Mon travail, ce n'est pas des productions seulement de livres. Donc on met tout à la disposition, ça intéresse chacun, puis on passe à autre chose. Et puis vous, les Ivoiriens, vous vous lassez très vite. Imaginez que je dise, bon, j'ai écrit un livre, 2 mois plus tard, Vincent Toby a fait sortir le livre, 3 mois plus tard, il a fait sortir le livre. On s'est dit, fatigué, c'est pas la peine. Donc on vous donne et chacun choisit ce qu'il a fait et je passe à autre chose, à mon travail de terrain, à ma vie sociale. Voilà. Vincent Toby, est-ce que vous avez le sentiment d'avoir répondu à toutes nos questions sans réserve? C'est la première émission sans réserve où je suis vraiment convaincu d'avoir répondu à toutes les questions avec toute la sincérité de mon cœur. Et les émissions antérieures? C'était compliqué, c'était une situation un peu compliquée où... le contexte a beaucoup changé, j'avoue. A évolué. Merci à vous, Vincent Toby. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci à vous, chers téléspectateurs, chers internautes, de nous avoir suivis. Rendez-vous jeudi prochain pour un autre numéro de Sans Réserve.